confort ou d'autres choses. On a un petit peu l'impression, même s'ils n'ont pas encore été livrés pour le moment en Suisse, mais d'être un peu pilote de chasse de FA-35. Les pilotes de chasse FA-35, ils ont ça dans leur casque de pilotage. Alors c'est plus évolué que le head-up display, l'affichage tête haute de nos voitures, mais ils ont cette vision augmentée de la réalité pour tirer des missiles ou d'autres choses. Mais c'est également ce genre de technologie qui a été développée depuis quelques années. Donc pas mal de pays sont intéressés par ces technologies. Là, en l'occurrence, je crois que c'est des Américains qui ont des projets pour améliorer la vision de leurs soldats. On ne va pas tellement parler de ça aujourd'hui. Moi, je ne résiste pas au plaisir de vous mettre dans la peau de Juliana. Puis vous êtes Juliana à Medellín aujourd'hui, puis vous allez faire vos courses dans ce qui pourrait être bientôt votre futur proche. Donc voici Juliana, vous êtes en train d'aller faire les courses à Medellín. ¿Quién soy yo? No es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No. Voy a volver a empezar. Direct avec la vidéo qui a décidé de s'arrêter un petit peu. Moi, je vais voir si elle reprend ou pas. Bueno. Voy otra vez. Ay, no, cállate. Juliana, vous doutez bien qu'on va parler un peu de médecine. Donc, si la réalité augmentée, elle est peut-être déjà utilisée, je ne sais pas ce qu'il en est au HUG, s'il y a des gens qui pourront s'exprimer là-dessus après dans la séance de questions. Mais si la réalité augmentée, elle est déjà dans des phases expérimentales, dans ses balbutiements en termes de chirurgie, moi, mon quotidien, c'est... 145. Okay, let's go ahead and charge it. Charging. Do we have good pulses with CPR? Good femoral pulses with CPR still. De réanimation avec un médecin leader dirigé 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 minutes. Okay, let's stop CPR. No femoral pulses without CPR. Okay, that's a shockable rhythm. Shock. Clear shock. Shock delivered. CPR. Starting 2 minutes. Okay. Prédéfini d'augmenter les chances de survie de votre patient et que ce patient revienne à la vie s'il est en arrêt cardiaque ou dans d'autres conditions qui compromettent sa vie. Donc ces algorithmes de l'AHA, pour le moment, ce qu'on a nous, c'est des pocket cards, donc ça ressemble à des bouclettes comme ça en papier qu'on a dans la poche après avoir suivi un cours formateur. Vous avez ces papiers dans la poche où en fait vous avez un résumé ou dans une situation de stress où on perd complètement ses pédales, même des gens expérimentés, on ne sait plus très bien ce qu'on fait, on oublie des choses. Ça permet d'avoir le regard dessus. Sauf que ça, c'est du papier et puis nous on voulait aller un petit peu plus loin que ça. On retrouve aussi ces papiers d'ailleurs dans la CLS en fait, c'est la même chose pour ceux qui travaillent en médecine adulte et qui ont aussi ces guidelines à suivre. Donc nous ce qu'on voulait faire c'était aller plus loin et de là est né le projet Screen AR qui traite de l'apport de la réalité augmentée en réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique. À l'heure actuelle où on parle, à notre connaissance, il n'y a pas d'autres projets similaires dans le monde ou d'études publiées en ce qui concerne la réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique. Donc les HUG sont totalement novateurs là-dessus et c'est une chance qu'on a de pouvoir mettre à disposition tous les moyens des HUG pour y parvenir. On va en parler un petit peu.
Juste avant, il faut qu'on présente un peu ce que c'est la réalité augmentée. Ce que vous avez vu, Juliana, c'était un peu tout à la fois comme ça. C'est assez impressionnant de voir beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il faut voir la réalité augmentée comme une sorte de continuum qui va de notre réalité de tous les jours, ce qu'on vit là, ce qu'on discute, on est ensemble, à la réalité virtuelle. La réalité, l'environnement réel, on vient de le dire, c'est celui de tous les jours. Et puis, après, on va arriver dans ce qu'on appelle la réalité augmentée. Là, une des premières étapes, si on veut, ou une des premières dimensions, c'est la réalité augmentée, où en fait, on va projeter des objets virtuels sur votre monde réel pour l'augmenter, pour l'améliorer. En tout cas, on essaye. Vous allez peut-être entendre des fois un autre terme qui s'appelle la virtualité augmentée. Là, c'est une petite différence où c'est plutôt l'objet du réel qui est projeté sur un environnement virtuel. Puis à l'extrémité du spectre de cette réalité qu'on augmente, il y a la réalité virtuelle où là, vous avez une immersion complète dans un environnement synthétique, virtuel, qui est généré par des ordinateurs. Ces types de réalité augmentée, c'est un peu tout sous le même chapeau qu'on appelle la réalité étendue, où il y a différents termes pour ça. Donc des fois, les gens parlent de réalité augmentée indifféremment, mais il faut quand même faire cette différence principalement entre la réalité augmentée d'une part et la réalité virtuelle de l'autre part. Donc si on reprend la définition de la réalité augmentée, c'est vraiment cette réalité qui augmente le monde réel en superposant du contenu digital, alors que la réalité virtuelle, elle remplace le monde réel par du contenu digital. En termes d'expérience, avec la réalité augmentée, vous avez une expérience qui est ouverte. C'est-à-dire que vous avez en général, c'est des lunettes et des casques qui vous permettent de voir la réalité pour de vrai, ou au travers, comme on le voit ici, on va l'expliquer, un petit téléphone mobile qui vous permet quand même d'être dans votre réalité. Donc c'est partiellement immersif, parce que dessus, vous allez projeter des images digitales. Maintenant, il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire que si vous regardez là, c'est un bon exemple d'une personne qui a un téléphone portable, il est en train de jouer à Pokémon Go dans un jardin, vous voyez que sur ce vrai jardin est projeté un petit lapin. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est des connaisseurs, je ne sais pas le nom de Match Truc, mais il est augmenté, il s'incruste dans votre réalité. Par contre, hormis sur l'écran tactile, on ne peut pas s'amuser à toucher le lapin. Il n'y a pas un contact avec ce lapin. Dans la réalité virtuelle, l'expérience, elle est close. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais vous mettez un casque de réalité virtuelle sur les yeux, vous n'avez aucune vision du réel à travers, vous avez en fait un écran devant les yeux qui vous crée un univers qui peut être immense, et vous pouvez vous évoluer, voir, vous déplacer, mais il faut tout un système sous les pieds pour ça, vous pouvez évoluer dans cet espace. Là, l'expérience, elle est complètement immersive, mais on retrouve cet aspect qui n'est pas, il n'y a pas d'interaction avec les objets. Vous voyez là en dessous, mon fils, il adore ce jeu. C'est un jeu sur la PlayStation 5 où le Vénard a reçu un casque de réalité virtuelle à Noël. Ça, c'est un jeu où on peut s'amuser avec des objets, à vraiment s'amuser à tirer à l'arc sur l'espèce de bestiole qui est là. Mais il n'y a pas, hormis cette gestuelle, il n'y a pas d'interaction. On ne peut pas aller caresser l'espèce de monstre à dinosaure. Ça ne fonctionne pas. Et puis c'est là où arrive la réalité mixte. La réalité mixte, elle fusionne, si vous voulez, un peu le meilleur des deux mondes. C'est qu'on va mettre des éléments réels et des éléments virtuels dans le monde réel. L'expérience, elle est toujours ouverte, semi-immersive, parce que vous avez toujours en contact avec la réalité. Mais là, la grande différence, c'est que vous pouvez interagir, et on va en parler, vous pouvez interagir avec les objets. Ça, c'est la réalité mixte. Vous voyez dans l'exemple ci-dessous, qui est tiré de Microsoft avec leur lunette HoloLens 2, vous voyez le personnage, en fait, il projette dans son réel des informations, et il peut cliquer sur ces informations comme s'il avait ce panel-là sur lequel il clique sous les yeux. Il y a une vraie interaction. Ça, c'est un plus qui a été apporté avec la réalité mixte. Si on reprend le basique, nous, on a commencé notre projet avec de la réalité augmentée. Ce que je vous montrais, là, c'est une page tirée de ces algorithmes de l'achat, du PALS, Pediatric Advanced Life Support, qui est qu'est-ce qu'on doit faire quand le patient a un rythme cardiaque qui ne fonctionne pas bien. Donc le patient est à risque, même potentiellement à risque d'avoir un arrêt cardiaque. On s'est dit, ce qu'on veut faire, c'est que ces algorithmes-là, on veut les transformer, on veut les saucissonner pour qu'ils rentrent dans des lunettes de réalité augmentée. En l'occurrence, ce que vous voyez là en petit, c'est des Google Glass. Et Google Glass, elles ont un petit écran devant vos yeux. C'est une paire de lunettes qui a un petit écran devant vous. Et ça reproduit un peu ce qu'on voyait avant dans la voiture, le affichage tête haute. Vous êtes dans votre environnement ouvert, et puis vous avez quand même un panneau projeté devant vous à 2-3 mètres, vous pouvez sélectionner un petit peu, et vous avez de l'information qui vous parvient. Donc ce qu'on a fait, c'est pas simplement faire un PDF, une copie de ces cartes, puis de les projeter comme ça n'aurait pas eu de sens, on aurait pu sinon l'afficher directement dans une salle, et puis on n'avait rien augmenté. Donc l'idée, c'était de faire que ces algorithmes soient créés, recréés étape par étape, projetés avec le bon timing, au bon moment, à la bonne personne, de façon interactive.
Je vous passe les détails de développement. Pour ça, on a une super équipe de développement dont Frédéric est là et dirige tout ça au sein des HUG. Mais ça suffit pas de dire qu'on a fait un truc chouette avec des lunettes. On est des académiciens, donc il faut montrer ce qu'on a fait. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle ça un café de la recherche, c'est qu'on a fait de la recherche avec ça. Et puis on a publié un premier article où on s'est attaché à mesurer l'impact de ces lunettes avec les algorithmes sur une réanimation cardiopulmonaire en pédiatrie. Pour ça, on a conduit une étude monocentrique au SOAP. Le SOAP, c'est le service d'accueil et d'urgence pédiatrique. C'était en 2016 et 2017. On a utilisé des scénarios de réanimation simulés. Ça veut dire qu'on était dans une vraie pièce, donc une vraie pièce de réanimation en pédiatrie qui est juste là-bas, avec des vrais médecins, des vraies infirmières. La seule chose qui n'était pas vraie, c'est qu'on avait une poupée haute définition, c'est-à-dire bardée d'électronique, de fils, de machin. Et cette poupée-là, elle remplace un enfant. C'est pas amusé à prendre des vrais enfants pour le moment. On a des phases de prototypage, d'essais, de recherche. Donc on a un enfant qui est représenté par un mannequin avec lequel on peut interagir. Tout le reste, c'est un scénario qui est tout à fait un vrai scénario qu'on peut avoir dans la vraie vie avec potentiellement un vrai enfant. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé tout ce qu'on faisait avec des GoPros qui étaient portés par les différents intervenants sur la tête, sur le thorax, dans la salle, pour pouvoir après revoir tout ce qui s'était passé, parce que des fois, les actions vont vite, comme moi, comme mon débit de parole, vous me dites que c'est trop rapide. Donc, on a besoin de reprendre un peu les choses et de dire qu'est-ce qui s'est passé pour bien mesurer les outcomes de notre étude. Il y avait deux groupes, c'était une étude randomisée contrôlée. Il y avait un groupe qui était porteur des Google Glass avec les algorithmes du PALS, qu'on a donc miniaturisé, amélioré, rendu interactif, comme on le disait. Puis l'autre groupe, ils étaient avec la carte que je vous ai montrée, donc old school, méthode conventionnelle, et ils avaient les mêmes scénarios. Puis on a comparé les deux groupes. Qu'est-ce que ça donnait pendant le même scénario de réanimation si on a le Google Glass ou si on a les pocket cards, donc ces références papier. L'outcome primaire, c'était le temps à la défibrillation. En réanimation, c'est une chose qui est très importante quand on a un rythme choquable, c'est-à-dire que c'est pas comme dans les films américains, vous voyez cette espèce de barre toute droite, tout le monde s'amuse avec de l'électricité, ça c'est faux. Il y a des rythmes particuliers où pour faire fonctionner, repartir le cœur, on a besoin de mettre des chocs électriques. Oui, comme à la TV, mais avec des rythmes différents. Donc on a utilisé ces rythmes choquables et on a mesuré le temps que mettait le médecin entre le moment où il reconnaissait l'arrêt cardiaque et où on donnait ce choc. Ce temps, il est critique parce que plus il est court, plus vous augmentez les chances de survie de votre patient. Taille d'échantillon, pas très grande, on a eu une vingtaine d'internes en pédiatrie, pas parce que les gens ne voulaient pas participer, mais simplement parce qu'on n'avait pas besoin de beaucoup plus dans cette première étude. Donc 20 internes en pédiatrie. Et puis je vais vous montrer une vidéo de ce que ça donne un petit peu en live. C'est juste pas une vidéo filmée pendant l'étude pour des raisons de confidentialité. Ce que vous allez voir, ça s'en rapproche, c'est une de nos médecins adjointes, Marine, qui s'essaye avant l'étude à utiliser ces lunettes et les faire fonctionner. Et puis c'est pour ça que vous allez voir aussi que les différents intervenants qui sont dans la salle, on n'est pas du tout habillés ou très peu habillés au niveau médical. Là, on était dans la phase juste avant de faire tourner l'étude, mais ça ressemblait en gros à ça. Puis on va rechoquer après. Voilà, on a passé l'amélorol de l'adrénaline. Je veux bien que tu reprépares à nouveau de l'adrénaline et l'amélorol en les deux. Je veux bien 2-5 minutes à chaque fois. Je charge l'appareil. Ça va aller pour vous? Avec une ventile de poids, je charge, comme ça on va le... C'est bon, attention, personne ne touche, on a choqué, on reprend s'il te plaît. Et maintenant on fait massage en station pendant 2 minutes et on réanalyse le rythme. Les drogues, je vais essayer d'avancer pour voir, ça va, et je tourne en arrière. Voilà. Alors Marine, elle n'avait pas simplement l'algorithme là devant les yeux, ça c'est une représentation pour que vous compreniez un peu à quoi ça ressemble, mais elle avait vraiment une vision qui était pré-mâchée de ce qu'elle devait faire à chaque moment. Elle n'avait pas l'intégralité de l'algorithme, sinon de nouveau ça n'a pas beaucoup de sens, autant avoir le machin dans la poche. C'était vraiment des phases saucissonnées qu'elle a devant les yeux. Alors c'est difficile de vous le montrer là comme ça, mais dans l'idée, voilà à quoi ressemblait l'étude. En termes de résultats, on s'est d'abord attaché à regarder le temps pris par les intervenants, les participants, pour les principales phases importantes de la réanimation, c'est-à-dire le temps mis avant de commencer un massage cardiaque, c'est très important si on veut sauver quelqu'un, le temps pour donner les chocs électriques, le temps pour donner les médicaments. Puis on s'est rendu compte que entre les porteurs de lunettes, de Google Glass ou la méthode conventionnelle, on n'avait pas de différence. On a aussi regardé en termes d'erreurs et de déviations par rapport à ce qu'on est censé faire
dans l'algorithme. Puis la seule chose qui est sortie significative différente, on a remarqué que les porteurs de lunettes des Google Glass avaient tendance à moins, pas tendance, donnaient moins au final de chocs électriques avec des grosses doses cumulées. Donc ils choquaient mieux avec des doses plus justes que sans les lunettes. Et puis en termes d'erreurs aussi, si on regardait pendant tout le parcours de l'algorithme, le nombre de fois il y avait l'occurrence, l'arrivée d'erreurs, c'était moins fréquent, c'était 5 fois sur 40 possibilités de faire des erreurs dans le groupe qui était avec les lunettes, alors que sans les lunettes, il y avait 26 fois où on a eu l'occurrence d'erreurs qui sont arrivées. Une des limitations qu'on a vues et qu'ont dit les participants, en fait, c'est que les lunettes, les Google Glass, en gros, ça ressemble à ça. C'est une branche de lunettes, vous avez le petit écran devant les yeux. Donc, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait, mais ça reste un tout petit format. Vous avez un tout petit écran devant les yeux. À l'époque, les Google Glass, n'étaient pas des écrans 4K, 8K, 28000K. Donc, c'est se dire, c'est une définition assez grossière. Donc, c'est dur de mettre beaucoup d'informations bien détaillées. Puis l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on voyait, c'est gestuel. On s'est rendu compte, les utilisateurs nous ont dit que c'était hyper compliqué. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte là, comme ça, quand on voit la vidéo, on se dit, bon, bah, ok, on fait avancer, on n'a qu'à suivre. Faut qu'il y ait une réanimation, et c'est ce qu'on a recréé avec nos simulations, quand il y a une réanimation, c'est le méga stress, ça parle, les gens, on a beau essayer de faire ça calme, plein de gens parlent, et puis le stress, vous voyez votre patient qui va pas bien, et ben même en simulation, alors qu'on a un mannequin devant les yeux, je vous garantis pour le faire, c'est que on a le stress, la même chose que dans la vraie vie. Sous stress, on fait n'importe quoi. Même avec des années d'expérience, on va se tromper sur des doses de médicaments, on va se tromper sur des choses à faire, on va oublier des étapes, alors qu'à tête reposée, on arrive à le faire. Et ben, quand il y a ce stress-là, puis on met les Google Glass sur le visage, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les participants, ils avaient tendance à avancer trop vite dans les scénarios, revenir en arrière, être perdus. Et dès qu'ils étaient perdus, là, ils n'arrivaient plus à se localiser dans l'espace et dans le temps. Et c'était une des fortes limitations de cette étude. Ça, c'est un petit peu la vision qu'ils pouvaient avoir à un moment donné dans la lunette, avec, on proposait au bon moment quel était le rythme à sélectionner. Le participant devait choisir quel était le rythme qui était, que le mannequin présentait à ce moment-là. Sauf qu'il faut s'imaginer que c'est rapporté une toute petite taille devant les yeux et ça a été compliqué. Donc on s'est dit, ok, ce qu'on va faire pour le moment, à cette étape du projet, on va mettre de côté temporairement les lunettes, mais on va faire que la projection des informations, elle se fasse sur une tablette. Donc on va essayer d'améliorer un peu la taille de cet écran. À l'époque, on n'avait pas encore d'autres moyens de réalité augmentée, en tout cas pas accessibles si facilement. Donc on s'est dit, on va projeter ça sur une tablette qu'on a appelée Guiding Pad, parce que c'est une tablette qui va guider le soignant. Et puis en fond, on voulait mettre dans la salle de réanimation un écran géant LCD sur lequel pas seulement le leader est informé d'une information qui lui est propre, mais aussi toute l'équipe de réanimation pouvait avoir les informations. Qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'équipe? Et ça, c'est important parce que la réanimation, c'est pas juste une personne. L'équipe doit être coordonnée, doit fonctionner ensemble. Donc, on a abordé ça. On est arrivé à un système qui ressemble à ça, un guiding pad. Vous allez peut-être voir une petite vidéo après. Donc, la tablette avec l'algorithme, avec les différentes phases, les rythmes à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire de façon synchrone par rapport à l'évolution de la réanimation. C'était pas genre des petites fiches, on les passe comme ça, on revient en arrière, c'est vraiment, ça suivait en temps réel la réanimation et on peut interagir avec. Et puis, en salle de réanimation, il y a cet écran LCD qu'on avait placé au-dessus de la tête du patient, où là, l'équipe peut à tout moment se raccrocher à cet écran pour dire qu'est-ce que je dois faire, où est-ce qu'on en est. L'idée aussi, c'était si moi je suis anesthésiste, on m'a appelé pour intuber ce patient, l'idée c'est que si j'arrive dans la salle, il y a déjà tout le monde qui est affairé, ça peut être compliqué, il y a du stress. L'idée c'est qu'en un coup d'œil, j'arrive dans la salle, je regarde l'écran, je me dis ok, ils en sont là, voilà ce qu'on doit faire maintenant. On essaie d'améliorer l'efficience de la réanimation avec ça. De nouveau, ça c'est du blabla. Pour arriver à quelque chose, il faut prouver que ça fonctionne. Donc on a organisé, conduit une autre étude, cette fois sur l'impact de l'application. Pas de l'écran avec l'application, on va en parler, mais seulement de la tablette au lieu des Google Glass, toujours dans une étude randomisée, contrôlée, monocentrique aux urgences de pédiatrie, c'était en 2019, toujours avec un scénario de réa pédiatrique, ce n'était pas les mêmes intervenants pour pas qu'il y ait un phénomène d'habituation et qui nous fausse les résultats. On a continué à filmer avec les GoPro parce que ça fonctionne bien avec les GoPro. Et puis cette fois, ce qu'on a comparé, donc dans ces deux groupes de l'étude randomisée, un groupe avait la tablette dans les mains et l'autre groupe avait les petites cartes que je vous ai montrées, papier, old school, méthode conventionnelle. L'outcome primaire, on a gardé le même, on n'a pas changé une équipe qui gagne, on a pris le temps à la défibrillation, toujours pour un scénario d'arrêt cardiaque chez un enfant qui avait un rythme choquable. Taille d'échantillon un peu plus grande, 26 internes, juste pour des questions, ça c'est pour les questions statistiques, 26 internes de pédiatrie, et puis là, on a vu une amélioration.
vous voyez dans ce tableau que le temps à la première défibrillation, qui est hyper important, il a été amélioré entre les utilisateurs de Guiding Pad, de l'application mobile qu'on a créée, et les utilisateurs qui avaient le papier dans les mains. C'est une différence de 90 secondes. Alors on peut se dire, bon, 90 secondes, ok, c'est pas non plus monstre long. En réanimation, le temps, c'est de la survie. En fait, ça va très très vite, donc ça peut paraître pas grand-chose. On ne peut pas vous le prouver parce qu'on n'a pas fait que des vrais patients, mais on peut assez facilement inférer de dire si on gagne du temps en réanimation, c'est de la survie pour le patient qu'on améliore. Et puis on a vu ça, on a vu que ce temps, il s'est de plus en plus accru en fonction des nombres de chocs, du nombre de fois on devait donner des chocs. Il y a plusieurs fois, si le patient est toujours pas, son cœur n'est toujours pas reparti, le sang ne circule pas, on doit continuer à donner des chocs aux patients, à donner des médicaments. Et ben, à chaque fois, on a vu que le temps était beaucoup plus rapide pour les utilisateurs de notre application mobile. Ce graphique, il est peut-être un peu petit, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur l'axe des ordonnées, vous avez le temps au choc électrique pour le premier, le deuxième, le troisième, quatrième choc. Ça, c'est selon les algorithmes de l'AHA. Et puis, vous avez en bas les années de formation des internes. Les tirons blancs, c'est les internes qui ont été tirés au sort pour utiliser Guiding Pad, l'application. Et puis en gris, c'est ceux qui avaient la carte conventionnelle. Ce que vous voyez qui est assez sympa, c'est que si vous prenez d'abord pour le premier graphique à droite, pour les internes qui avaient la méthode conventionnelle, vous voyez que plus ils étaient expérimentés en termes d'années de formation, donc de 0 à 5 ans, pour être un interne avec 5 ans déjà de formation, c'est-à-dire qu'il est déjà passé aux urgences, il a fait déjà plein de formations, ben on voit que le temps s'améliore pour donner le premier choc. C'est cette pente qui descend. Et ça, c'est vrai pour les 4 chocs. Mais ce qui est encore plus sympa de regarder sur ce graphique, c'est que c'est les tirons blancs. Ça, c'est les internes, aussi tirés au sort, mais eux, ils avaient Guiding Pad. Et ce que vous voyez, ce que montre ce graphique, c'est que dès le début, même des internes en première année, voire qui étaient encore quasiment en formation, dès le début, le Guiding Pad, il arrive à aplanir ça. Dès le début, il donne rapidement les chocs. Je réponds volontiers après des questions si ce n'est pas clair tout ça. On a, comme la première étude, on a regardé aussi les erreurs en termes d'erreurs de dose de médicaments, de dose d'énergie, de choc qui étaient données et de déviation par rapport au protocole, aux guidelines de l'AHA. Et ce qu'on voit, c'est que dans la colonne de gauche, vous avez de nouveau ces participants qui avaient le Guiding Pad et à droite, les participants qui avaient le Pocket Card. Vous voyez qu'en termes d'erreurs dans ce qui étaient les chocs, et les drogues, les quantités, pardon, les concentrations de médicaments qui étaient données, c'était beaucoup moins fréquent avec la tablette que sans la tablette. C'était vrai aussi pour reconnaître le rythme de l'arrêt cardiaque. Il y a différents rythmes d'arrêt cardiaque. Le rythme là, il était beaucoup plus facilement reconnu par les porteurs, les utilisateurs de Guiding Pad que les porteurs des cartes. Et puis, on a mesuré l'accointance, la correspondance avec l'algorithme de l'AHA. Et vous voyez que ceux qui étaient, là nouveau, qui utilisaient la Guiding Pad, ils faisaient beaucoup plus de séquences correctes du début à la fin avec l'application que s'ils le faisaient en méthode conventionnelle, malgré le fait d'avoir une aide sous les yeux, qui était, je vous rappelle, quasiment la même. On a juste représenté ça différemment. Eh ben, ils suivaient moins bien le guidelines, ceux qui n'avaient pas cette application. De ça, on a prévu de faire une étude qui devrait démarrer d'ici quelques semaines, mois, on espère, où on va s'attacher à aussi mesurer l'impact du système entre l'application et l'écran. Là, ce que vous avez vu, c'était l'application seule. Ce qu'on veut maintenant, c'est voir l'interaction écran, tablette, et puis voir comment l'équipe, elle manage ça. Donc, il y a plusieurs outcomes qu'on va mesurer. Une chose importante, c'est ce qu'on appelle le situational awareness. Situational awareness, c'est la prise de conscience de ce qui se fait autour de nous. C'est typiquement la personne, l'aiguilleur du ciel dans la tour de contrôle. À tout moment, il doit être en capacité de dire j'ai 3 avions d'approche, j'en ai 2 là, au sol, il y en a 5, voilà qui va partir. Ça, c'est le situational awareness. On a besoin de savoir dans une réanimation comment les gens, est-ce qu'ils améliorent ou pas leur prise de connaissance de l'environnement, de la situation avec le système qu'on a développé ou pas. On va aussi mesurer le leadership du leader, c'est-à-dire comment est-ce qu'il mène la réanimation, la communication entre les gens. Donc ça, c'est une étude qui va venir. Je vous fais une petite parenthèse importante. En parallèle de ça, on a aussi développé une autre application mobile, parce que ce qu'il y a en pédiatrie, ce qu'on doit réaliser, c'est que nous, on a des enfants qui vont de la naissance, 2-3 kilos de poids corporel, à des ados
60, 70 kilos. Des fois, on en a des plus chubby, ils font dans les 80-100 kilos. Donc, cette gamme d'enfants, ça fait que les médicaments, on ne peut pas simplement dire je prends une feuille de médicaments et je lui passe comme ça. Pour chaque enfant, on doit calculer en pédiatrie exactement la dose qu'il a besoin par rapport à son poids. Et ça fait que les enfants, c'est pas juste des petits adultes. Nous, on entend tout le temps, bon, c'est un petit adulte, on va le faire en plus petit. Ça marche pas comme ça avec les enfants. Donc, le fait de devoir faire ces calculs pour les enfants dans des situations qui peuvent être stressantes, difficiles, on s'en rend pas compte, mais c'est source d'erreurs. C'est largement montré dans la littérature. Les erreurs médicamenteuses, elles sont au moins 3 fois plus importantes chez les enfants que chez les adultes. 10 à 39% des prescriptions aux urgences de pédiatrie, elles contiennent des erreurs. Pas qu'on ait des manches, partout dans le monde. C'est des infirmières formées, des médecins formés. On fait des erreurs parce que c'est inhérent à cette pratique-là. Et quand il y a du stress, c'est encore plus important. Et ce stress, il est surtout plus important en situation de réanimation où la littérature, elle rapporte, et on a participé aussi à ces chiffres-là avec nos équipes, c'est que dans 41% des réanimations pédiatriques, il y a des erreurs qui surviennent, dont 65% qui sont liées à des erreurs de dosage. Inquiétant, 65%, c'est énorme. Donc on a développé cette application qui s'appelle Pédamine. Je vous passe le pourquoi, comment on a réussi à avancer dans le développement de cette application. Mais au final, c'est une application qui permet, quand vous l'avez dans les mains, de l'allumer directement et vous entrez le poids de votre patient ou son âge. Là, je vais aussi donner un poids approximatif. Du moment que vous avez entré le poids du patient, l'application, elle vous délivre automatiquement les doses à préparer pour ce patient. Bon, c'est pas arrêté là. C'est pas une simple calculatrice qui vous dit, bon, 3 fois 6 égale 18, puis je te le balance comme ça. La force de l'application, c'est qu'en plus, elle vous permet de vous montrer étape par étape comment préparer les médicaments. D'accord ? Et en plus, dedans, il y a un éditeur de médicaments qui vous permet pour chaque service de vraiment mettre vos dosages à vous. Donc, elle accompagne en général l'infirmière ou l'infirmier qui prépare les médicaments pour savoir comment le préparer, à quelle concentration, comment le diluer, à quelle vitesse le passer. De nouveau, on a eu le prix d'innovation au HUG en 2015, ça date déjà depuis un petit moment, mais ça montre, ce prix récompense aussi le potentiel qu'a cette application dans un domaine qui est sous-estimé, c'est les erreurs médicamenteuses en pédiatrie. On a conduit une étude dans 5 centres en Suisse, une étude qui a été financée et soutenue par le Fonds national, dans laquelle on a conduit une étude randomisée contrôlée, où on avait des participants, en l'occurrence c'était des infirmières qui devaient préparer des médicaments d'urgence. Je ne vous le fais pas, vous avez compris, toujours dans des scénarios simulés de réanimation, soit avec l'application Pédamine, soit sans l'application Pédamine et avec leur méthode habituelle. On a constaté, on ne va pas passer tout en revue, mais c'est que grâce à l'application Pédamine, on réduit de 68% les erreurs médicamenteuses. Ça n'a pas tout enlevé comme erreur, il y a des erreurs qui continuent. Par exemple, on a beau avoir l'application mobile, une infirmière a décidé de prendre la dopamine à la place de la dobutamine. Ça, c'est des erreurs qu'on n'arrive pas, on essaye d'améliorer ça, mais ce n'était pas encore du 100%. Mais une réduction de 68% d'erreurs, c'est monstrueux. Il y a des études qui sont attachées, c'est de réduire les erreurs médicamenteuses dans des situations de réa pédiatrique en mettant des pharmaciens sur place, en mettant différentes solutions avec des bons résultats, mais qui n'ont pas atteint 68%. Pourtant, on a fait quelque chose en guillemets de simple. C'est une application mobile. On n'a pas mis 36 000 personnes avec des sécurités pas possibles. C'est une application mobile qui permet de faire ça. Elle permet aussi de réduire de 45% le temps où on prépare le médicament. Et comme on a dit, le temps, c'est de la survie en réanimation. Et puis le temps avant de donner le médicament à un patient, on l'a réduit de 40%. Pour cette étude-là, on avait remporté le prix Pfizer de la recherche en 2020 qui montrait justement le potentiel et l'impact que ça peut avoir. Là, en l'occurrence, c'est un prix au niveau suisse. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont conscients et qui comprennent cette importance de faire quelque chose. Et c'est ça la célébration de cette étude. Par ce prix, c'est ça, c'est pas les personnes qui l'ont fait. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut encore améliorer ça? Ou est-ce qu'il y a un autre domaine où il peut y avoir des erreurs médicamenteuses? L'étude qu'on a vue, vous avez vu avant, c'était en intra-hospitalier des infirmières. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a reproduit cette étude soutenue par un deuxième fonds national. On a reproduit l'étude, mais avec des ambulanciers. Partout en Suisse, il y avait 15 centres d'ambulanciers. Vous savez qu'en Suisse, les ambulanciers, ils sont hyper formés, hyper bons. Ils ont une autonomie médicamenteuse. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de préparer des médicaments. Si une fois ça vous arrive à vous, votre famille, ils ont le droit de vous préparer des médicaments pour vous sauver la vie avant qu'un médecin arrive sur les lieux ou puisse faire quelque chose.
On a reconduit le même genre d'études qu'on a vu. On a demandé, pendant une simulation, on a simulé une chambre d'enfant en préhospitalier. On s'est rendu dans ces différents centres, puis on a fait un scénario de réanimation cardiaque. Et de nouveau, les ambulanciers avaient soit l'application pédamine dans les mains, soit leur méthode usuelle, des petites feuilles, pour calculer des médicaments et essayer de sauver la pogne au mannequin. Ce qu'on a montré dans cette étude de façon assez intéressante, c'est qu'on a réduit, l'application permet en préhospitalier de réduire de 66,5, donc c'est quasiment ce qu'on avait avant en intra-hospitalier. On avait 68% d'intra-hospitalier. Là, on a 66,5% de réduction d'erreurs grâce à l'application pédamine. On a reçu le prix de la recherche clinique en 2022 pour cette étude décernée par les HUG. Donc là, on arrive 2022, fin 2022. Je vous passe les problèmes avec le Covid qui se passaient à ce moment-là, mais on en est là. Et du coup, je montre avec une image, avec une vidéo un peu promo pour les congrès qu'on a présenté. Qu'est-ce que ça représente tout ça? Le Guiding Pad, le TeamScreen, Pédamine ensemble. Quand on les associe ensemble, fin 2022, voilà ce que ça donne. Patient 7 ans, 25 kilos, une perte de connaissance ACR, gros antécédents cardiaques connus. During cardiopulmonary resuscitation, effective team communication and coordination are crucial to ensure patient safety and optimal care. Communication failure and lack of leadership remain major sources of errors, contributing to significant morbidity and mortality. To change this paradigm, we have developed the interconnected and focused mobile applications on patients' care environment, Interface. Keep control of the cardiopulmonary resuscitation by interacting with the app. Donc on est en fibrillation ventriculaire, Sergio Tulgren choc de 4 joules par kilo. Tout le monde s'éloigne. Interact with dynamic pediatric advanced life support algorithms displayed step by step on the app. Interface enhances team situational awareness by displaying the progression of the ongoing resuscitation process. Dynamic PALS algorithms, resuscitation equipment, patients' vital signs, and patient-focused care are displayed on the big screen in real time. Interface integrates an evidence-based app with a step-by-step guide for the preparation and delivery of weight-based emergency drugs. Interface promotes team communication and cooperation between resuscitation team members. Interface. L'interface, c'est ce système qui comprend le Guiding Pad, le TeamScreen, Pédamine. Interface qui est soutenue et financée par la fondation privée des HUG qu'on remercie. 2023 arrive, et il y a un truc qui arrive aussi avec 2023. On a toujours le coronavirus, mais il y a quelque chose qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans le projet. C'est ça. Ça, c'est les lunettes de réalité augmentée qui ont été créées par Microsoft. C'est pas qu'on préfère Microsoft à Google, mais si vous vous rappelez bien, Google, c'était des premières itérations de lunettes avec un petit écran, c'était pas encore très, très développé. Là, on arrive dans un système de lunettes bien plus développé. Je vais vous montrer quelques spécificités qu'elles ont et comment on envisage la chose. On se dit, OK, maintenant, interface, on va le pousser plus loin. On va reprendre tout ce qu'on a fait, toutes ces différentes parties. Et puis là, si vous étiez à la place du leader de la réanimation, vous avez cet enfant en face. Ce qu'on veut, c'est exploiter les capacités de ces lunettes nouvelles, de projeter des algorithmes dans votre réalité. C'est pour ça que je vous présentais avant l'histoire de la réalité mixte. On est en pleine réalité mixte. Vous avez votre enfant, vous projetez des hologrammes et on veut pouvoir interagir avec. Les lunettes HoloLens 2, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Microsoft. Ce qu'elles ont de particulier, c'est que si vous voyez là, c'est un petit peu saccadé là sur la vidéo en temps réel, mais vous voyez qu'elle permet de faire un suivi des mains, aussi de la tête, mais un suivi des mains en temps réel. Donc, quand la personne bouge les mains, c'est juste saccadé là, mais si on avait la vidéo à vitesse réelle, vous verrez que c'est hyper précis, comme on va dire l'ordinateur de bord des lunettes arrive à reproduire la gestuelle des mains. L'autre chose qui est très bien, c'est que pour avoir cette réalité mixte, et comme je vous disais, de pouvoir interagir avec les objets, les lunettes, elles vont faire un mappage, elles vont scanner l'environnement autour de vous, elles vont ingurgiter cet environnement, et ce qui va se passer, c'est que quand elles vont projeter des choses dans l'environnement, elles vont tenir compte de l'environnement. Avant Pokémon, le petit lapin, il était sur votre téléphone, mais il pouvait être placé sur des gens, placé sur du vide, n'importe où. C'était pas de la réalité mixte. Là, avec ces lunettes, si on prend le petit lapin, vous n'allez pas pouvoir le placer devant les chaises parce que les chaises, elles vous empêchent, elles sont là physiquement. Vous allez pouvoir poser sous la chaise, à côté de la chaise. Donc, il y a vraiment recréer en 3D ce qui se passe autour de vous pour pouvoir interagir, avoir une pleine conscience
de l'environnement qui se situe autour de vous. Là, sur cette démo, qui est très courte, vous voyez que l'utilisatrice qui porte des Microsoft HoloLens 2 sur le visage, elle a cette espèce de panneau devant elle qui la suit en temps réel, qui suit son mouvement, qu'elle peut interagir avec, elle peut cliquer dessus, elle peut vraiment manipuler cet objet. Après, on peut aussi faire apparaître d'autres objets en 3D. Les possibilités sont assez illimitées. Un côté qui nous intéresse beaucoup, puis on a un spécialiste pour ça qui travaille là-dessus, c'est qu'en plus, ces lunettes, elles peuvent faire du suivi des yeux, de l'eye tracking. Ça permet de savoir où est-ce que l'utilisateur regarde, c'est combien de temps il fixe quelque chose, où est-ce qu'il regarde dans l'image. Et nous, on est très intéressés pour aussi exploiter cette capacité des lunettes quand on va utiliser notre système, à dire mais qu'est-ce que les gens ils regardent au fond? Est-ce qu'ils regardent plutôt en haut à droite? Est-ce qu'ils passent plus de temps à regarder en bas à gauche? Ça, ces données-là qui sont importantes quand on va conduire les prochaines études qu'on est en train de mettre sur pied, dont je vais vous parler. Les lunettes, elles ont aussi un système on peut parler à vos lunettes, vous pouvez les utiliser. De nouveau, on va probablement pas utiliser cette fonction parce que dans une salle de réanimation, ça doit être le plus calme possible. Il y a quand même du bruit et on veut pas qu'il y ait des interactions qui soient faussées au niveau du bruit. Pour le moment, en tout cas, c'est pas prévu d'utiliser cette fonction, mais elle existe. Et puis, en fait, au final, c'est nous un peu saccadé, mais ça donne ça, en fait. C'est que par rapport à la réalité augmentée de Google au début, ce que vous avez maintenant, en fait, c'est que vous avez une équipe qui peut évoluer autour d'un espace réel sur lequel vous projetez des images de synthèse en 3 dimensions avec lesquelles vous interagissez. Et ça ouvre des possibilités immenses. Notre système, du coup, il correspond à ça maintenant. À gauche, vous voyez, on a la tablette Guiding Pad, on la conserve, à laquelle on ajoute 2 lunettes de réalité augmentée dans notre projet qu'on a appelé AR Screen, qui est aussi financé par la Fondation privée des HUG. Le porteur des lunettes sera le leader de la réanimation et l'autre personne sera l'infirmier qui prépare les médicaments. L'application dirige les lunettes pour que l'information arrive, pas en bloc avec une monstre information, mais une information concise, ciblée sur la personne au bon moment. Donc c'est la bonne information pour la bonne personne au bon moment. Ça veut dire que le leader de la réanimation n'aura pas la même information que l'infirmière. Chacun a son information spécifique en temps réel. Et puis on conserve cet écran qu'on améliore en salle de réanimation. Celui-là, il est destiné à l'ensemble de l'équipe. L'application, je ne peux pas vous montrer toutes les étapes et le mettre complètement en dynamique, mais elle tourne sur une tablette sur laquelle des timers sont en route pour montrer aux gens à quel moment on est de la réanimation, quand est-ce qu'il faut faire le prochain choc, quand est-ce qu'il faut donner les médicaments, les différentes étapes, tout est interactif. Et ça, c'est un peu ce qu'on avait à l'époque dans nos lunettes, mais amélioré, qu'on a transitoirement mis sur la tablette, mais là de façon améliorée maintenant. Vous avez ces étapes, pas à pas, pour pouvoir progresser dans la réanimation. L'écran, lui, en salle de réanimation, il ressemble à ça. Je ne vous donne pas tous les détails, mais en gros, sur la gauche, on a l'algorithme affiché de la réanimation. Donc, il y a différents algorithmes qui existent. Là, c'est celui de l'arrêt cardiaque. En temps réel, d'un seul coup d'œil, vous arrivez à savoir à quelle étape on se trouve à ce moment. Il n'y a pas besoin d'essayer de demander de parler à quelqu'un occupé. Vous devez pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en trouve. Au centre de l'écran, quelle est la tâche actuellement en cours. Tout ça, c'est géré automatiquement par le système qu'on a développé. Il n'y a pas une caméra qui va lire ce qu'on fait, ou c'est pas juste des pages comme ça. C'est que c'est dirigé par l'infirmière qui utilise, ou on appelle ça le scribe, qui utilise la tablette. On guide en temps réel la réanimation pour toujours être au bon moment, au bon endroit. On affiche aussi les prochaines étapes pour pouvoir anticiper ce qui se passe. On s'est rendu compte qu'avec les Google Glass, les gens se perdaient un peu. Il y a des timers, il y a les tâches qui ont été accomplies, c'est comme une sorte d'historique, combien de chocs on a donné, à quel moment, combien de doses de médicaments. Puis en bas, il y a une sorte de pense-bête pour l'équipe, pour savoir quels sont les médicaments que je pourrais avoir utilisés dans un tel scénario. Les doses sont automatiquement calculées avec le poids du patient qu'on entre dès le début de la réanimation. Et puis quelques logos qui indiquent est-ce que le médicament il n'est pas encore prêt, est-ce qu'il est en cours de préparation, est-ce qu'il est prêt à être utilisé, combien de fois il a été injecté, à quel moment. Donc toutes ces informations-là, c'est à destination de l'équipe. Et puis, on a ces lunettes dont je vous parlais. Sur la gauche, vous avez la vue. Là, c'est encore la phase de prototypage. Ça, c'est nos images à nous avec l'équipe au Canada qui développe conjointement avec nous ce système. Donc, vous avez la vue du leader médecin qui a des informations certaines, suit son regard, d'autres sont fixées dans l'espace. Là, en l'occurrence, fixées dans l'espace, il a les algorithmes du PALS. Et pendant ce temps-là, l'infirmière au médicament, elle a la liste de ses médicaments, elle peut interagir avec, elle peut cliquer, elle peut augmenter les doses, sélectionner. Donc il y a une vraie interaction, comme on l'a dit, de réalité mixte avec cet univers qu'on a créé.
AirScreen, donc c'est un projet international qui a débuté début 2022 avec l'accord de la commission d'éthique. Comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir la fondation privée DHEG qui finance une grosse partie du développement et des premières phases de l'étude, et c'est fait en collaboration avec l'hôpital des enfants d'Alberta au Canada. Il y a 9 centres qui participent au développement et à cette étude dans 4 pays. Donc il y a le service d'accueil des urgences pédiatriques, nous à Genève, qui lidons le projet avec le Canada. Le Canada, c'est l'hôpital des enfants d'Alberta. Il y a une équipe en Italie, d'autres équipes au Canada, à Toronto, à Montréal, Edmonton, aux USA. On a aussi des équipes à Birmingham, Los Angeles, New York City qui travaillent sur ce projet. Donc beaucoup de personnes pour avoir vraiment et c'est tous des spécialistes de réanimation, d'engineering, d'usabilité, pour arriver à un système qui soit le plus utilisable possible et facile à utiliser pour les personnes, puis espérons-le, sauver des vies au final. Au niveau design et développement, il y a 3 grandes étapes, on ne va pas s'attarder dessus, mais la première étape, c'est une étape où on a fait de la revue de littérature, il y a des discussions entre les experts pour savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre dans notre système. L'étape 2, c'est l'étape où on est actuellement, c'est de créer ce qu'on appelle des mock-ups, ces sortes de petits prototypes mais statiques pour voir à quoi on veut que le système ressemble. Puis dans des phases itératives, on discute entre nous, on améliore, on supprime des choses, on remplace pour arriver à un système le plus complet et définitif possible. On commence là, ces temps, c'est à faire du prototypage dynamique, c'est-à-dire que ces choses-là ensemble, avant c'était un peu des écrans statiques, maintenant on commence à rendre tout ça dynamique, interactif, voir ce que ça donne. Puis on arrive gentiment, ça va être d'ici la fin de l'année, vers l'étape 3, qui est celle de la mise à l'essai. On va mesurer dans des études l'impact de ce système. D'abord, ça sera au travers de simulation tabletop, c'est-à-dire on va faire ça sur des tables, on n'aura pas directement le système avec les mannequins en salle de réanimation, juste voir si tout fonctionne bien. Puis on va arriver à la fin de cette étape 3, où là, on va faire de la simulation immersive. C'est un peu ce qu'on a déjà discuté avant, donc avec des mannequins haute définition, dans des salles de réanimation, des vraies équipes. La phase 1 de cette étude, ça sera une étude randomisée contrôlée bicentrique entre les urgences de pédiatrie à Genève et puis les urgences de pédiatrie à l'hôpital d'Alberta à Calgary. On va comparer, vous avez compris, dans 2 groupes randomisés, un groupe qui aura l'intégralité du système AirScreen, et l'autre groupe qui aura la méthode conventionnelle, l'équipe Pocket Cards de l'AHA, du PALS. Toujours des scénarios de réanimation pédiatrique, ce sera en entrain hospitalier, simulé. L'outcome primaire, cette fois, au lieu de prendre le temps, la défibrillation, on va prendre le temps à l'adrénaline, parce qu'on va faire plusieurs passages dans nos algorithmes. On va commencer par l'adrénaline, ça sera un rythme non choquable, pour ceux qui connaissent. Puis on va se diriger vers un rythme choquable, donc on va mesurer pas mal de choses durant ça. La taille d'échantillon, ça sera 35 participants, ce qui va constituer en 14 équipes de réanimation de 5 personnes par équipe. Et puis les groupes sont randomisés de façon équivalente, balancée. Plusieurs outcomes qu'on va chercher, c'est tout ce qui sera en termes de qualité de réanimation, ça veut dire profondeur de massage, temps de massage, tout ce qui est erreur médicamenteuse ou pas, erreur dans les chocs qui ont été donnés, l'adhérence aux guidelines de l'AHA, c'est ça qu'on va, c'est améliorer l'adhérence. Tout ce qui est comportement d'équipe, teamwork, le travail en équipe, le leadership, et puis, comme on a dit, ce système de suivi des yeux. Et à la fin de l'étude, on distribuera des questionnaires. C'est principalement des questionnaires d'usabilité, d'acceptabilité de la technologie qu'on va donner aux participants. Une fois qu'ils auront utilisé ça, on va dire, alors, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne va pas. Pas juste des questions qu'on a sorties de notre poche, mais des questions qui sont normées, des vrais questionnaires qui permettent de savoir si les choses fonctionnent au mieux. Tout ça pour recréer un cycle itératif de développement, de redéveloppement. Pour cette phase-là, donc on a dit la fondation privée nous a financé, puis on vient de soumettre il y a quelques semaines un fonds national pour pouvoir supporter cette étude. On a déjà eu en grosse partie des fonds, mais on aimerait pouvoir aller plus loin. Donc on espère avoir ce fonds national d'ici la fin de l'année. Et puis ça, c'est pour conduire à la phase 2, qui va être en guillemets la phase ultime. Une fois qu'on aura vraiment tout designé au maximum, c'est d'arriver dans une étude multicentrique dans les 9 hôpitaux dont on a discuté avant. Ça veut dire 4 pays qui vont participer. On va suivre un design factoriel. Factoriel, c'est-à-dire que chaque élément du système va être testé. On va tester indépendamment l'application, l'écran, les lunettes, ou alors rien de tout ça avec des méthodes conventionnelles. Ça sera toujours des scénarios de réanimation pédiatrique simulés. L'outcome primaire, la dose d'adrénaline en premier. Et puis là, on passe à une autre échelle. La taille d'échantillon, ça sera 400 participants, c'est-à-dire 80 équipes de réanimation à travers ces différents centres. J'ai bientôt fini en vous disant juste qu'on a déjà reçu une partie de fonds
du Canada, en fait, d'un groupement de recherche qui finance les études au Canada, mais on compte dès début 2025 soumettre un deuxième fonds national pour permettre cette étude parce qu'elle est de grande échelle et se dire aussi pas mal de moyens à mettre en place. On arrive vers la fin. En termes de dissémination, il y a déjà aujourd'hui, on vous en parle un peu, je vous remercie d'être là. Des publications, on a prévu, il y en a 16 qui sont attendues de publications qui vont de la revue de la littérature en passant par les phases de développement d'usabilité aux études elles-mêmes. Donc on va essayer de faire un maximum de publications pour montrer ce que ça donne et vraiment suivre le cursus du développement et de l'utilisation. Des congrès, bien sûr. On va s'appuyer sur le réseau Inspire, qui est un réseau de recherche et d'éducation sur tout ce qui se fait en termes d'innovation dans le domaine de la simulation pédiatrique. Un grand réseau qui comporte de nombreux hôpitaux à travers le monde, qui peut toucher beaucoup de prestataires de première ligne. On a la chance d'avoir dans l'équipe, au Canada principalement, des gens qui font partie de l'ILCOR, qui est l'organisation qui chapeaute en fait l'AHA et le RC. Le RC, c'est le pendant plus européen de la réanimation. Donc on a des gens qui sont au sein de l'ILCOR, afin de pouvoir, par la suite, si on a des résultats satisfaisants, ou pas d'ailleurs, de pouvoir pousser plus avant l'expérience et puis nos résultats. Puis on va s'appuyer sur les sociétés, en l'occurrence en Suisse, il y a la Société d'urgence pédiatrique, le groupement francophone d'urgence pédiatrique, d'autres associations, différents réseaux pour pouvoir disséminer nos résultats. L'équipe, c'est beaucoup de monde, beaucoup d'hôpitaux comme vous avez vu un peu partout, donc c'est très motivant et c'est super. On a surtout la fierté d'avoir des jeunes collaborateurs. On a Alexandre qui travaille sur tout ce qui est sur beaucoup de choses, en particulier aussi sur tout ce qui est eye tracking, réalité augmentée. Et puis notre fierté, c'est d'avoir des étudiants. Ils sont encore étudiants, ils vont bientôt finir leurs études. Mais on a Anna qui est là aujourd'hui, Marco, Charline qui est là aussi, des étudiants qui sont hyper motivés, qui bossent incroyablement bien sur le projet. Donc c'est toute une équipe qui gravite là-dessus. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Et puis si vous voulez scanner 2-3 articles qu'on a créés en cours de route, elles ne sont pas toutes là, mais vous avez quelques études là, vous pouvez utiliser les QR codes. Merci beaucoup. Je réponds volontiers à vos questions. Oui. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Je suis vraiment contente des avancées de cette recherche-là. C'est une innovation. C'est bien. Je suis Emmanuela, je suis patiente partenaire. Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris. Il n'y avait pas eu de patients pour vous accompagner dans ces études-là. Non, on n'a pas eu de patients. Vous, personnellement, ou bien c'était un test et puis vous allez les prendre en cours de vue? Non, c'est une bonne question. On n'a pas eu de patients côté intégré dans le projet jusque-là. Vous avez vu que le patient pour les études eux-mêmes, c'était une poupée simulée. On n'a pas demandé l'avis de patients sur comment designer et développer la chose. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour le moment. On est encore dans les phases avec les nouvelles lunettes de développement, mais ça n'a pas été intégré pour le moment. Et c'est prévu ou pas? Parce que comme je sais que maintenant dans les recherches, oui, il est nécessaire qu'il y ait des patients. À partir de 2022, et là actuellement c'est en cours. Est-ce que vous y pensez ou pas? Non. Non, peut-être parce qu'on est encore trop dans notre carcan. Nous, on n'y a pas pensé parce que le patient, la connaissance du patient, de sa réanimation, de ce que ça implique la réanimation, je pense qu'on est au-delà, et c'est sans aucune critique envers d'autres choses, mais c'est au-delà de l'application qui va dire au patient comment venir aux urgences où on a besoin d'avoir son retour. C'est compliqué de demander, mais on l'a pas fait, on peut en discuter, mais c'est compliqué de dire au patient, alors qu'est-ce que tu souhaiterais pour ta réanimation? Où est-ce que l'information devrait être placée? À quel endroit? Là, c'est vraiment quelque chose qui est très centré sur le soignant. C'est les soignants qui nous disent. Donc, si vous voulez, les partenaires, c'est plutôt les soignants dans cette étude. Parce que les soignants nous disent, le retour, c'est j'aimerais avoir l'information à tel endroit. Là, c'est bien de le porter comme ça, mais je vois pas bien. Le patient n'aura pas les lunettes, c'est pas lui qui va interagir avec le système, donc on est plus distant de ça. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas un patient lambda que vous aurez dans votre équipe, c'est un patient partenaire. Oui. Donc la différence est dans la collaboration et dans l'investissement pour améliorer. Donc c'est ça la différence. Ouais. Mais j'attends la suite, quoi. Ouais. On n'a pas l'autre point aussi, c'est que là, dans les scénarios en l'occurrence, c'est des enfants de petits âges. Donc, on peut demander à un enfant de 2 ans, ça va devenir compliqué. Après, ce serait plutôt des ados, si on doit poser la question, mais c'est une bonne remarque, merci. Je voulais juste rebondir sur le fait que peut-être en pédiatrie, ce sera plutôt les parents qui seraient
Oui. C'est ça. Ouais. Il y a des patients, il y a des parents partenaires. Ouais. Ouais. C'est vrai, une question de quelle information on peut être prêt à montrer à des parents. En l'occurrence, la VIREL fait que maintenant les parents, quand il y a une réanimation, rentrent dans un box de réanimation, voient tout ce qui se passe. Donc ça pourrait discuter voilà, comment ils envisagent la chose. Pour le moment, on reste au stade de développement, il n'y a pas encore de parents intégrés dans le raisonnement. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent la réalité augmentée dans vos services, quelque part en chirurgie ou pas? Dites-moi. Moi, la question, c'était plus, est-ce que toutes les données qui vont être sélectionnées par les porteurs des casques vont être rapatriées du coup directement sur des pays potentiellement, avec le fait qu'on gagnerait du temps en termes de traçabilité, avec une justesse d'horaire et de posologie et de quittance comme ça de tout ce qui a été effectué. Pareil, merci pour la remarque. Donc ça, c'est très important. Donc, on n'est pas encore dans cette phase-là. Là, on est dans la V1, si vous voulez, de IR Screen. Vous avez vu qu'il y a un passif déjà de choses qui ont été faites. Donc là, on est vraiment dans le développement, on va le tester. Mais oui, c'est vrai que l'optimum, ça serait de pouvoir déverser, parce que tous ces systèmes digitaux, on peut garder les logs, les enregistrements qui ont été faits, les données, le timing. Donc oui, idéalement, ce serait de pouvoir le projeter dans un système comme DPI. En l'occurrence, l'application, par exemple, Pedamine, vous avez vu pour les médicaments, pour réduire les erreurs médicamenteuses, on a créé un système d'historique où on peut imprimer, en fait, exporter ce qui a été fait à quel moment la dose pour retrouver ça. Donc oui, mais c'est une prochaine étape, une prochaine évolution, de pouvoir après garder ça dans un système institutionnel. Ça change un peu la donne parce que maintenant, la réalité, on va peut-être vous dire, ouais, non, c'est pas vraiment comme ça, mais la réalité, c'est que pendant une réanimation, souvent quand ça arrive en pleine nuit, si vous n'avez par exemple pas assez de personnel, vous faites le mieux possible. C'est pas garanti que tout soit noté pile au bon moment. À moins que vous ayez vraiment quelqu'un de disponible au taquet là-dessus qui note les choses, c'est compliqué d'avoir toutes les doses, médicaments, tout fait au bon moment. Donc oui, ça serait super que ce soit un ordinateur qui dise « Arrêtez de vous charger la tête avec ça, moi je prends note de tout ». Merci pour la présentation. Une question, à force d'avoir assez de capteurs qui peuvent évaluer le patient et une reconnaissance du patient, du terrain qui est reconstruit, est-ce qu'à terme, on ne va pas remplacer le médecin par une intelligence artificielle qui fera zéro erreur et qui fera tout vraiment au moment où il faut? Donc, la question, c'est celle de l'intelligence artificielle. C'est aussi des choses qu'on a déjà discutées au sein de l'équipe. On n'en est pas encore là. Mais clairement, je pense que pour les bons côtés de l'intelligence artificielle, il y en a pas mal. Il faut voir ça comme clairement quelque chose maintenant qui va faire partie de notre quotidien. Tant que c'est bien géré si on évite de peut-être donner trop ça à des boîtes extérieures, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Si on peut développer ça, de l'intelligence artificielle qui va aider à reconnaître le rythme cardiaque, décider à notre place, anticiper les choses, clairement, c'est une évolution qui serait souhaitable pour un tel système. Il y a toujours le grand débat, est-ce qu'un jour ça va remplacer le médecin? Moi, je pense que petit à petit, ça va en tout cas grignoter des parts de soins, voire de marché aux médecins. C'est pas plus mal si c'est bien fait, si c'est cadré, puis si ça aide. Si ça peut nous recentrer sur d'autres choses, moi, si une IA, elle m'aide à faire correctement les choses, c'est comme si je prends l'avion. Je préfère savoir que dans l'avion, on parle peut-être pas d'IA dans l'avion, quoi, qui connaît pas grand-chose en aviation, mais je préfère savoir que le pilote, il a un backup avec un ordinateur qui fait de l'autopilote à un moment donné, ou même dans vos voitures actuellement. Ça me rassure d'avoir une intelligence additionnelle qui vous aide à faire ça. Donc, oui, clairement. Moi, je suis fervent à avoir de l'IA dans ce système. Et puis, si elle prend complètement mon job, j'aurai un peu plus de vacances, donc c'est pas mal. Oui. Le pilotage des données, c'est-à-dire le recueil des informations relatives aux médicaments, par exemple, la fonctionnalité, les algorithmes, etc., se fait ici à Genève. Et dans un cadre international, est-ce que chaque pays a ses spécificités, sa propre équipe informatique? Enfin, comment est-ce que cela est coordonné en coulisses? Moi, je suis dans la partie visible. Derrière, il y a toutes les équipes de Frédéric Kella qui travaillent dessus. Les équipes dans les différents endroits, c'est surtout mené donc en Genève et Alberta, enfin Calgary. Donc, on passe un nombre assez fou d'heures à discuter ensemble comment développer ça, que ça fonctionne ensemble de façon synchrone. Donc, c'est un projet commun développé de façon commune. C'est sûr que c'est à des sites distants, mais tout est fait ensemble. C'est un système qui intègre ça. La chance qu'on a, c'est que ces algorithmes de l'AHA, en fait, c'est des algorithmes pour le monde entier.
Certains utilisent peut-être d'autres choses, mais c'est des algorithmes qui font référence, il y a une flopée d'études derrière, d'évidence là-dessus. Donc on parle le même langage en fait en réanimation pédiatrique. Quand on parle de ces algorithmes-là, directement une personne au fin fond du Canada ou au fin fond je ne dois pas dire ça, peut-être un canton un peu plus primitif suisse, il pourra aussi faire les mêmes réanimations, on va parler le même langage. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques différences. En l'occurrence, en ce moment, on discute de combien je prépare de doses d'adrénaline, est-ce que je prépare juste une ou trois, ça peut varier selon les endroits. L'idée, c'est d'avoir un système assez réactif, responsive. On peut changer ça en cours de route. Et c'est toutes ces choses-là qu'on est en train de réfléchir en amont pour que le jour où on met le casque sur la tête, le guiding pad, l'écran, ben ça parle à tout le monde d'avoir un langage quand même. On est déjà aidé beaucoup par ce langage qui est déjà existant en fait de la réanimation. Et chez les adultes, c'est le même langage. Il y a peut-être quelques petites variations entre la CLS et le PALS, mais vous retrouvez ce principe de fonctionnement, des choses qui sont tout le temps à effectuer dans un ordre précis, donc ça facilite grandement la chose. En termes de sécurité des données, oui, on fait attention qu'il n'y aura pas des données confidentielles qui vont être réparties dans des clouds, je ne sais pas où. Ça répond à la question? Ouais. Merci encore, Joël, pour cette excellente présentation. Maintenant, je vous laisse peut-être échanger avec l'intervenant autour du café. Vous avez aussi mon mail, si vous voulez intervenir autour du mail.